Bonjour à toutes et à tous, donc Flore Barcellini, je suis professeure des universités en ergonomie au CNAM dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur le travail et le développement. Et donc la commande qui m'a été faite aujourd'hui, c'est d'évoquer des questions autour des enjeux santé-travail en lien avec ce qu'on appelle l'industrie du futur. J'ai légèrement changé de titre. L'idée, c'est de discuter des promesses qui sont faites autour des questions d'industrie du futur et puis la réalité de ce qu'on constate dans une diversité de travaux sur des terrains. Je le redirai, hein, mais le propos qui est porté aujourd'hui, c'est le fruit de nombreuses collaborations. J'ai pas pu mettre le nom de tous les collaborateurs. J'essaierai de les mentionner au fil de la présentation. Et je demande à M. Buffon est-ce que tu peux me donner toutes les 5 minutes parce que sinon ça va dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on appelle industrie du futur et quels sont les éléments en lien avec le travail et la santé qu'on y retrouve? Donc, le programme Industrie du futur, à la base, c'est un programme politique, un programme porté par des politiques publiques qui vise la modernisation de l'outil de production dans l'industrie, avec une rhétorique liée à une forme de retard de l'industrie française dans la technologisation de ces processus de production. Mais il se trouve que la spécificité du discours politique qui est porté en France sur ces questions ne met pas uniquement en avant l'aspect technologique, mais aussi appelle une modification des organisations du travail et des façons de conduire les projets. On verra si cette volonté se traduit dans les actes, mais il y a cette spécificité. Mais si on analyse un peu plus finement les éléments de langage qui sont portés, et même les acteurs qui portent, les acteurs institutionnels qui portent ce programme, on voit qu'en fait, il est très fortement marqué par ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, le fait que l'introduction de telle ou telle technologie va répondre à tel ou tel problème, comme si les technologies étaient des remèdes tout faits à des problèmes, notamment des problèmes de santé. Alors c'est particulièrement le cas pour les questions de robots collaboratifs ou d'exosquelettes, par exemple. On y reviendra, je pense, aussi dans la matinée. Et puis, ce programme, il est aussi marqué par une forme de ce qu'on appelle le technodéterminisme, c'est-à-dire, c'est un peu une idée corollaire où la technologie, en tant que telle, porterait, une fois qu'elle serait intégrée dans une situation de travail, permettrait de régler les problèmes comme s'il n'y avait pas un usage social et organisationnel de la technologie qui était spécifique aux entreprises ou aux institutions dans lesquelles elles étaient situées, et comme si la conduite de ce projet et les usages sociaux et organisationnels n'étaient pas aussi déterminants que la conception de la technologie en tant que telle. Autre promesse, des promesses de collaboration, des promesses d'augmentation de l'humain par les technologies, de flexibilité, de réduction de la pénibilité, de réduction des coûts. Et puis, pour finir, une promesse donc, qui est spécifique du programme français par rapport à des programmes internationaux, d'une place renouvelée de l'humain, ça revient beaucoup, dans l'industrie et les évolutions nécessaires des modes d'organisation, des modes de conception. Alors, ce programme, il a évolué et aujourd'hui, on retrouve aussi l'arrivée quand même des enjeux de transition environnementale, énergétique, sociétale, notamment dans le programme européen Industrie 5.0, qui met en avant plus la dimension environnementale, et puis dans le programme France 2030, qui remet ces questions environnementales au centre pas au centre, mais comme des éléments à prendre en compte dans la transformation de l'industrie. Alors, je vous disais, ce propos, il est le fruit d'un certain nombre de collaborations dans divers champs, pas que le champ industriel. Alors, j'ai décidé de vous faire mal à la tête en mettant plein de logos. Il se trouve qu'on est au sein du laboratoire, les recherches qui s'intéressent aux liens technologie-travail, elles sont anciennes, c'est une thématique ancienne de l'ergonomie et donc qui est traitée dans notre laboratoire. Et elles sont renouvelées depuis une quinzaine d'années autour de différents thèmes. L'introduction de robots collaboratifs dans l'industrie. Donc là, on a mené on est à 3 projets ANR sur ces questions depuis 15 ans, dans différents secteurs, aéronautique notamment, traitement de l'aéronautique. On est convoqué aussi aujourd'hui sur des questions de transition agroécologique et numérique. Donc là, on sort du secteur industriel et ça permet quand même d'informer ce qui peut aussi se passer dans le secteur industriel.
On est convoqué sur des questions d'intelligence artificielle dans le secteur médical notamment. Donc là aussi, on sort du secteur industriel et ça informe. Sur les questions de transition énergétique et puis sur des nouveaux modes d'organisation du travail, donc là, comme le travail communautaire, le travail dans les Fab Labs, le travail autour des logiciels libres, qui permettraient d'informer aussi des nouveaux modes d'organisation du travail dans l'industrie. Donc aujourd'hui, je ne vais évidemment pas vous parler de tout ça. Si j'ai le temps, je vous donnerai un exemple issu des travaux qu'on a réalisés sur l'introduction d'intelligence artificielle dans le secteur médical, et on retrouve des traits communs. Et puis sur la place du travail des cadres dans l'implémentation, on va dire, des propositions de l'industrie du futur dans une PME. Donc voilà. Alors, en s'appuyant sur ces travaux et puis sur d'autres écrits, les questions qu'on peut se poser en tant qu'ergonome, entre les liens entre industrie du futur, travail et santé, c'est quelles visions du travail et de la santé sont portées par ce programme et puis ses implémentations. Quelle place des connaissances sur le statut ressources contraintes. Donc les technologies ont toujours un statut double de ressources contraintes pour le travail et la santé. Quelle place des enjeux de santé au sens large des humains, mais aussi de leur environnement, c'est-à-dire de la planète et de nos écosystèmes dans les modèles technico-organisationnels de l'industrie du futur. Alors là, je parle beaucoup de santé, évidemment, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, mais sous-jacent, on pourrait parler aussi de santé, de performance et de développement à plus long terme. Et puis, quel modèle de conduite de projet pour aller vers ces transformations, puisqu'on a vu que le programme appelle des nouveaux modèles, des nouveaux modes de fonctionnement, mais qu'en est-il réellement? Alors, pour explorer ces questions, on peut déjà s'intéresser aux éléments de langage et aux questions qui nous sont adressées en tant qu'ergonome au sein de notre laboratoire. Donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est que derrière l'industrie du futur, il y a une collection de technologies hétérogènes. Ça va de la robotique, des exosquelettes, à la fabrication additive, au big data, RFID, à la réalité augmentée, j'en passe. Et du coup, là, évidemment, l'introduction de ces technologies, on peut les voir comme des opportunités, mais on sait, de par un certain nombre de travaux historiques, que l'introduction de technologies peut également introduire des rigidifications dans les situations de travail, une subordination aux propositions technologiques, et éventuellement, on peut imaginer des opérateurs super augmentés avec tous ces dispositifs et potentiellement des risques de prescriptions contradictoires qui seraient portées par ces dispositifs au poste de travail. L'industrie du futur, ça implique aussi en termes technologiques des nouveaux modèles de supervision des chaînes de production, avec un certain nombre de data, de données qui sont remontées des chaînes de production et qui sont analysées pour superviser les processus. Et là, si j'ai le temps, je vous donnerai un exemple dans une entreprise sous-traitante. On voit bien que du coup, le big data permet d'avoir des données massives, mais quelque part, c'est des données mortes qui ne sont pas situées et reliées aux activités concrètes de travail, avec un risque derrière de contrôle et de réduction des marges de manœuvre potentielles en lien avec cette supervision, et puis d'une forme de perte de l'expérience sensible qui est mise en œuvre au travail. Ça, c'est des questions qu'on a travaillé avec des collègues anthropologues, notamment Gérard Dubé, dans le cadre d'une thèse. Et puis, je le disais tout à l'heure, des technologies qui sont présentées comme des remèdes ou des prétextes. Alors, des remèdes, je ne vais pas y revenir parce qu'il y aura d'autres communications sur les questions des robots, mais voilà, la robotique collaborative ou les exosquelettes sont présentés comme des remèdes au TMS, comme si l'introduction de cette technologie allait régler les problèmes de TMS, alors que, vous savez sans doute mieux que moi, il y a une plurifactorialité des TMS. Et puis, c'est aussi pensé comme des prétextes, parce que ce qu'on voit apparaître, notamment dans certains PSE, c'est une instrumentalisation de la technologie, par exemple l'intelligence artificielle, pour justifier des réductions de personnel. Donc là, il y a eu un certain nombre d'entreprises récemment qui ont amené ces éléments sur la place publique. Voilà. Et du coup, je vais aller un petit peu plus vite. Les questions qui nous sont adressées sont des questions assez classiques au démarrage, qui reviennent en fait à des questions de formation. Alors ça a été dit tout à l'heure par Fabien,
Donc l'idée, c'est de préparer l'homme à travailler avec des nouvelles technologies, comme s'il suffisait d'implémenter ces formations pour ne pas se poser la question des nécessaires transformations du travail. Des questions d'acceptabilité, voilà, d'acceptabilité a priori des technologies. Est-ce qu'on va avoir peur de travailler avec un robot ou un exosquelette? Ça, c'est des questions qu'on nous a posées il y a une quinzaine d'années, qu'on continue à nous poser. Et l'idée, ça serait plutôt de militer pour passer d'une vision de compréhension de cette acceptabilité à plutôt des démarches de co-construction d'un usage pertinent de ces technologies. On nous adresse aussi des questions de modélisation d'humains à des fins de conception. Voilà, on aimerait modéliser la fatigue humaine pour l'intégrer dans la conception des processus de production. Et puis souvent, on nous adresse des questions où en fait on cherche à convoquer les ergonomes sur les interactions individuelles entre l'humain et la technologie au poste de travail qui négligent les dimensions collectives du travail et organisationnelles. Alors du coup, si je reprends un modèle un peu d'explication de survenue des TMS proposé par Landry et Buchmann, je ne suis pas allée chercher très loin, en fait, qui montre comment ce sont des stratégies et des contextes de l'entreprise qui vont quelque part ruisseler sur la conception des situations de travail entraînant potentiellement des TMS. Quand on vient nous chercher sur la conception de technologie, sur des questions de formation, et souvent avec une vision très biomécanique et physique de la survenue des TMS, on adresse uniquement certains points particuliers de ce modèle. Et l'idée, ce serait d'aller vers des démarches à la fois de recherche et d'intervention qui permettent de remonter à des niveaux plus stratégiques ou à minima de conduite de projets liés au choix technologique et à l'introduction de ces technologies en situation de travail. En gros, du coup, à ce stade, il nous semble qu'il y a un impensé des transformations sociales et organisationnelles du travail qui sont liées à l'industrie du futur, alors même que c'est prouvé dans le programme, avec une faible présence du dialogue social qui serait susceptible d'agir sur les projets de transformation, des questions collectives et organisationnelles qui sont traitées comme des conséquences de choix techniques et financiers, une mise en avant d'une innovation collaborative, mais en fait peu de propositions opérationnelles de conduite de projets réellement collaboratifs dans ce contexte de transition. Alors, quand je dis peu de propositions, j'y vais un peu fort. Il y a quelques propositions, par exemple, de mettre en place des démarches de lean vertueuses, et des propositions autour de ce qu'on appelle le design du travail, qui met en avant la participation des opérateurs et des opératrices. Mais on peut rester sceptique quand même sur la réelle présence du travail et une vision émancipatrice du travail, j'y reviendrai, dans ces approches. Et puis, à ce stade, en tout cas de notre expérience, il reste une faible présence quand même des questions énergétiques et écologiques et de leur impact sur le travail dans les questions qui nous sont proposées. Alors, mon collègue va me dire combien de temps il me reste et je vais voir si je peux vous parler 6 minutes. Alors, j'avais prévu de vous parler de 2 exemples un peu plus en profondeur. Je vais juste vous faire un petit teasing et puis on y reviendra, s'il y a des questions. Donc, le premier, en fait, a trait à un travail de thèse qui a été conduit par Tamari Gamkrelitz sur l'introduction de l'intelligence artificielle en situation de travail, notamment dans le secteur hospitalier. Donc, elle s'est intéressée à l'introduction de 2 systèmes dans le secteur hospitalier, des dictées vocales, des systèmes de dictée vocale et des systèmes de détection de fractures. Donc, les deux étant dédiés plutôt à l'augmentation du travail de radiologue. Alors, la dictée vocale, c'est un système d'intelligence artificielle, parce qu'il y a de l'apprentissage derrière, ça vous étonne peut-être. Et je vais plutôt m'intéresser à cet exemple, parce que Tamari a proposé de le voir comme une prothèse organisationnelle, parce que l'idée, c'est que l'intention d'introduction de l'intelligence artificielle dans le CHU où elle a travaillé venait vraiment comme un palliatif à un déficit de personnel lié aux contraintes financières qui portent sur les politiques publiques. En gros, il y a un déficit de secrétaire médical, donc on décide d'introduire un système d'intelligence artificielle pour déporter la rédaction des comptes rendus sur le médecin radiologue. En dépossédant les secrétaires médicales d'une tâche qui avait un sens pour elles, et en entravant ainsi, en fait, un travail collectif radiologue-secrétaire médical dans la qualité des comptes rendus qui étaient produits.
Donc on voit bien que dans ce cas-là, on a une intelligence artificielle qui vient pallier, qui vient répondre à des enjeux financiers, qui vient pallier un déficit de personnel et qui va quelque part, je le fais un peu rapide, dégrader potentiellement le sens du travail d'une partie des personnels et secrétaires médicaux, ajouter de la charge aux radiologues et potentiellement dégrader la qualité des comptes rendus qui sont proposés. Je tire un peu le trait sur le versant négatif de l'introduction pour un peu compenser les promesses qui sont associées à l'intelligence artificielle. Pour ce qui est des détections de fractures, du système de détection de fractures, là aussi qui va venir assister le diagnostic des radiologues, comme on pourrait voir un parallèle dans l'industrie où on va avoir l'introduction de systèmes d'intelligence artificielle pour assister des diagnostics de pièces, par exemple, sur certains postes. En fait, ces systèmes d'intelligence artificielle, ils vont venir, par exemple, assister le travail de diagnostic d'internes dans des services d'urgence la nuit, alors même qu'on n'a plus de radiologue pour le faire. Donc voilà, ça c'est un peu le trait qui va soutenir l'idée de prothèse organisationnelle. Et pour ce qui est du travail des... Donc ça c'était mon premier exemple. Et pour ce qui est du travail des cadres, face à l'industrie du futur, donc là on a travaillé avec Willy et Anne-Cécile Lafeuillade dans le cadre de sa thèse dans une PME sous-traitante de l'aéronautique. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait ces cadres, ils sont face à des injonctions provenant de diverses sources, à la fois une injonction, on va dire, étatique qui prône le déplacement des industries françaises vers un modèle plus industrie du futur, l'introduction de nouvelles technologies, des modèles qui viennent des injonctions qui viennent de leurs donneurs d'ordre, qui leur demandent d'implémenter une organisation lean qui est celle de la maison mère, des cadres qui cherchent à maintenir l'équilibre et les savoir-faire dans leur entreprise, et puis une volonté de superviser le processus de production avec l'introduction par exemple, de systèmes de détection d'erreurs, de qualité sur leurs pièces, qui va venir entraver, en fait, les compétences des salariés qui, eux, s'appuient beaucoup sur une expérience sensible de travail des pièces qu'ils construisent. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est peut-être pas super clair, mais si on a le temps, on y reviendra dans les questions. Donc, en gros, ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui pour conclure, c'est de porter, il me semble que notre rôle, c'est aussi de porter un point de vue critique, mesuré, sur les promesses de l'industrie du futur, des critiques du solutionnisme technologique, un point de vue un peu nuancé sur les promesses de l'industrie du futur, le fait que les transformations technologiques, elles s'inscrivent aussi dans un temps long de l'industrie. C'est le cas, par exemple, dans la PME sous-traitante de l'aéronautique dans laquelle on est intervenu, qui était en fait c'est une entreprise qui fabrique des pièces céramiques, c'est un ancien porcelainier. Donc c'est une entreprise qui a 150 ans, qui a changé de métier et qui se retrouve aujourd'hui dans un territoire à devoir aussi implémenter les injonctions de cette industrie du futur. Donc avec des cadres dirigeants qui sont face à ces injonctions contradictoires. Et pour conclure sur les questions que les organisateurs d'aujourd'hui souhaitent que nous discutions, j'ai repris ça de votre introduction à ces journées. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est doit-on développer de nouveaux outils et méthodes, quels nouveaux éléments de contexte à intégrer pour penser les TMS dans ce que je vous propose aujourd'hui à l'heure de l'industrie du futur, et quels acteurs et nouvelles connaissances mobiliser. Il me semble qu'aujourd'hui, on est convoqué plutôt sur des questions techniques, voilà, donc de conception de la technologie en elle-même pour l'introduire au poste. On souhaiterait aller vers proposer des démarches de conduite de projet qui vont vers une prise en compte des questions organisationnelles et sociales, mais également une action sur les prises de décision stratégiques qui conduisent au choix de l'introduction de ces technologies, comme ce que j'évoquais avec l'exemple de l'intelligence artificielle, où c'est vraiment des choix financiers qui conduisent à l'introduction de la technologie. Et pour traiter de ces questions, donc à la fois la conception de la technologie et aller vers des démarches de conduite de projet
réellement participative et collaborative. On a déjà quand même un certain nombre de travaux socles en ergonomie, mais il nous semble que ça appelle quand même à de plus en plus aller vers des démarches d'intervention et de recherche qui soient pluridisciplinaires, voire réellement interdisciplinaires ou transdisciplinaires, c'est-à-dire qu'on traite vraiment conjointement des questions, à la fois sur 3 niveaux, pour alimenter la conception de technologie en tant que telle. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir des exemples de ça. Il y a aussi, je pense, des propositions intéressantes de Popon et Coutarel, par exemple, qui ont réfléchi à des critères de conception à adresser aux concepteurs qui cherchent à développer des situations collaboratives capacitantes. Je n'ai pas le temps d'en parler, je ne sais pas si Fabien en parlera, mais l'idée, c'est assez maligne, c'est de proposer aux concepteurs des critères qui embarquent en fait une vision qui permettent le développement de marge de manœuvre, notamment. Un autre point d'action, c'est la diffusion de démarches de conception collaborative et centrée sur le travail. Donc là, nous, on a travaillé à la fois avec des collègues en génie industriel en essayant d'hybrider la démarche classique entre guillemets, d'ergonomie et de conduite de projet avec des modèles de conception industrielle. On l'a également fait dans une expérimentation où on a couplé une intervention ergonomique avec des experts économiques de cabinets conseils pour traiter ces questions de transformation technologique, une démarche qu'on a appelée design social. Et pour vraiment terminer, il me semble que pour aller plus loin, il s'agit aussi d'alimenter le débat public, les politiques publiques, par une approche plus critique des modèles dominants de transformation des organisations, qui sont en particulier marqués par des approches comportementales ou cognitivo-comportementales, alors que l'ergonomie de l'activité, de par son ancrage dans les théories de l'activité, porte une vision plus émancipatrice du travail. Il me semble aussi que nous avons un rôle pour essayer de transformer la façon dont sont conduits et pensés les processus de transformation, notamment pour aller vers des conduites de projet qui visent, pour reprendre les termes de collègues économistes, l'augmentation de la capacité d'apprentissage des organisations. Donc ça, je reprends des travaux de 2 collègues économistes du CNAM qui sont au centre d'études sur le centre d'études de l'emploi du travail, merci. Nathalie Grinan et Sylvia Napolitano, en fait, qui ont étudié au niveau européen un certain nombre de données sur les effets de l'introduction technologique sur l'emploi. Et ce qu'elle montre très bien, c'est que les entreprises qui mettent en œuvre des processus qui vont plutôt vers une capacité d'apprentissage des organisations développent des façons d'appréhender les technologies beaucoup plus vertueuses que celles qui mobilisent les technologies pour purement et simplement la réduction des coûts et la rationalisation des processus de conception. Il me semble que du coup, là, les ergonomes ont des propositions méthodologiques de démarche qui vont vers la capacité d'apprentissage des organisations. On pourrait relier ça aussi aux propositions de l'économie de la coopération et de la fonctionnalité, hein, qui propose de penser autrement aussi la rationalité économique des entreprises. Proposer des alternatives au solutionnisme technologique, aux technodéterministes, en proposant plutôt des démarches participatives de co-construction de l'usage de technologies. Et puis, ce qu'on peut aussi proposer, c'est passer d'une vision physique, biomécanique de la santé à une vision beaucoup plus constructive de la santé. Donc, l'idée, ça serait d'alimenter le débat public, comme on le fait déjà, hein, mais poursuivre l'alimentation du débat public sur ces questions. Et l'idée, du coup, ce serait d'ajouter une dimension au schéma de Buchmann et Landry, en disant que, du coup, l'idée, ce serait cette alimentation du débat public permettrait aussi d'adresser des questions plus générales qui ont un impact sur la stratégie des entreprises au même titre que les enjeux de transformation. Et je m'arrête. Merci.